notamment la partie nord, parce que la Côte d'Ivoire était peuplée de vagues migratoires. Et la partie nord vient essentiellement du Mali et du Burkina. Puisque ce que j'ai toujours pensé, c'est que le tracé de frontières avait été mal fait. Et quand je suis arrivé en France, j'étais dans la région catalane, j'étais à Perpignan. Et je me suis rendu compte qu'en France aussi, ils ont eu le même souci. Parce qu'il y a des Catalans en Espagne et il y a des Catalans en France. Mais à la différence de nos États africains, les Catalans de France, ils sont français avant d'être Catalans. Est-ce que le vrai problème, c'est de passer les frontières? Est-ce que ce n'est pas un problème d'éducation? C'est la première question que je voulais poser. Et la deuxième question concerne la force militaire que la CEDEAO met en place. Je voudrais savoir quel est votre avis sur la question. Et la troisième, en venant, je discutais avec des étudiants maliens et il y a un qui est en train de sombrer dans la forme pessimiste. La question que je voulais poser, c'est votre avis sur la forme pessimiste. Est-ce que le Mali, par exemple en Côte d'Ivoire, on a toujours cité un exemple, est-ce que la situation au Mali doit nous conduire, pour nos étudiants actuels, à ne pas vouloir retourner en Afrique? La France, quand on prend les frontières françaises, la Savoie n'était pas française au départ. Elle a été conquise, elle a souvent... Les frontières bougent. Par contre, de dire que les pouvoirs politiques en place peuvent, à un certain moment, en fonction des intérêts, en fonction du jeu politique, à un certain moment, et certaines régions peuvent se dire que voilà, j'ai des ressources pour pouvoir être autonome. Parce qu'on n'a pas parlé les enjeux sont des enjeux au niveau des ressources. Ce n'est pas les frontières. Les frontières, la frontière est une ressource. L'Ivoirien vient de parler, entre le Mali et la Côte d'Ivoire, les Sénoufos qui sont à Sikasso et les autres qui sont de l'autre côté, à Fakessé, à Korogo, c'est les mêmes cousins, mais les Sénoufos maliens sont maliens. Et donc par contre, ils trouvent un intérêt à la frontière parce qu'ils peuvent faire des échanges. Ah, le coton ivoirien peut venir être vendu au sud du Mali, et ainsi de suite. Donc je pense que le problème des frontières, effectivement, vous avez évoqué sur le cas de la France, les Basques sont Basques français, Basques espagnols. Il ne faut surtout pas dire un Basque espagnol qu'il est français. Oh, je ne parle pas des Alsaciens qui sont entre l'Allemagne et la France. Quand je prends les Peuls c'est le centre. Et les Peuls, en Guinée, au Sénégal, en Mauritanie, au Niger, au Burkina Faso, quand je prends les Bambara, dans tous les pays voisins, quand je prends les Songhai, les Djerma au Niger, le Nigeria, les Haoussa sont jusqu'au Nigeria, donc c'est pour ça que je dis, on peut voir le problème au niveau des équilibres stato-régionaux, parce qu'effectivement, et puis il y a des frontières qui sont dans la tête. Vous avez parlé sur les Touaregs, les nomadismes. Les nomades n'ont pas de frontières avec des fronts, avec des barrières. Je ne m'arrête pas au problème de frontières. J'ai bien dit qu'à l'origine, et j'ai dit après à la responsabilité des chefs d'État. Ça veut dire qu'on ne peut pas continuer à dire que ce sont les frontières, mais je ne peux pas nier le fait que les frontières étaient à la base. Et maintenant, pourquoi les frontières sont-elles remises en cause? Parce que quand on trouve le pétrole au-delà de telles frontières, on revient au tracé pour dire mais avant c'était ça. Pourquoi, donc je revendique. Donc il ne faut pas les séparer. On ne peut pas les séparer. Les deux, donc on n'est pas différents. Alors rapidement sur la force, sur les forces armées, moi volontairement j'ai éclipsé le problème interne malien. Parce que je ne savais pas non plus ce qui a été dit avant. Mais le problème de ces forces de l'Union africaine, enfin la CEDEAO, c'était à la fois de stabiliser la vie politique, le pays, parce que l'embargo, tout ça, c'était pas terrible pour les populations, mais aussi contenir l'avancée des Touaregs dans un désert immense. Alors, très rapidement, là aussi, point d'interrogation, je ne sais pas si l'armée qui va être mise en place par la CEDEAO va trouver une solution. Et c'est là où c'est dangereux aussi, parce que s'il y a une lutte armée, eh bien, on débouche sur un terrorisme qui va s'installer. Faute de pouvoir combattre directement l'armée de la CEDEAO, ils vont se redéployer dans des villes,
dans des mosquées, et c'est le terrorisme qui s'installera. Donc c'est très sensible, c'est très, quoi je dis, c'est un point d'interrogation. Là, parce que 3000 hommes, mais ça sert à quoi dans un désert qu'on ne maîtrise pas? C'est compliqué. Alors enfin sur l'afro-pessimisme, moi je suis vraiment pas du tout afro-pessimiste. Je pense qu'il ne faut surtout pas tomber dans ce piège-là. L'Afrique a beaucoup de potentialités. Il ne faut pas vous tromper. 54 États avec des croissances, quand même, un taux de croissance dans beaucoup de pays. Hein. Donc il faut plutôt chercher à savoir comment contribuer à cet essor de l'Afrique. Et beaucoup de jeunes rentrent, il ne faut pas voir ça à court terme. Hein. Il faut vraiment voir ça à long terme et savoir se comporter là-dessus. Sur les Catalans, les Savoyards, les Basques. Mais attention, c'est sur des siècles, hein, ça. L'Afrique, c'est 60 ans. Là. Alors, justement, les gouvernants doivent travailler pour éviter. Mais ça n'a pas été facile pour la France. Hein. L'Alsace, combien de fois l'Alsace a été allemande? On ne peut plus aujourd'hui parler seulement d'un pays et pas les autres. C'est-à-dire, non seulement nous sommes des panafricanistes, mais parce que ces questions-là sont liées. C'est lié. Donc, juste pour la question de l'afro-pessimisme, il y a deux formes d'afro-pessimisme. Il y a l'afro-pessimisme qui nous est inculqué de là-haut, c'est le discours de Sarko, où les gens vont finir par croire qu'ils n'ont jamais d'histoire, etc. Et on l'inculque. Et il y a l'afro-pessimisme qui est une sorte de refuge mental devant la situation qu'on ne comprend pas. Et ces discours qu'on a, ces analyses qu'on a, nous évitent justement de tomber dans l'afro-pessimisme, questionnisme, etc. Donc c'est important qu'on prenne le temps justement de nous nourrir de ces pensées-là pour ne pas sombrer à l'afro-pessimisme comme refuge mental, mais aussi d'être vraiment rétif à toutes ces injonctions de pensée qu'on veut nous poser. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, effectivement, il y a la situation au Mali. Il faut de l'urgence. Je pense que les gens commencent à partir, mais on voit bien que la situation actuelle n'est même pas favorable à l'urgence. Et on a beau dire aujourd'hui on va savoir ce qu'il faut faire, on attendra les copains maliens de nous dire qu'est-ce qu'on fait, on sera avec eux. Mais on ne peut pas poser seulement le débat sur qu'est-ce qu'il faut faire maintenant. L'urgence, oui, l'urgence, on va mettre en place des conteneurs, ça, il faut les amener. Je pense que c'est important qu'on commence justement à penser les choses dans leur globalité. Ce n'est pas pour rien que Macky Sall a remis en cause les accords franco-militaires que Ouad a remis en place. Il l'a dit très clairement, là si vous l'écoutez avec Sarko, ça a été très clair. Pour la première fois dans la diplomatie, les choses sont très claires. Il y a l'armée, avant on ne le disait pas. Et même qu'ils ont été obligés de dire que l'Assemblée nationale sera effectivement revue. Donc ça signifie que le Sénégal, qui pouvait se targuer d'être un pays démocratique, qui n'avait plus besoin des Français, qui était effectivement en situation d'indépendance, se rend compte aujourd'hui que quand même c'est un petit pays et que face à ces menaces de terrorisme, il est obligé d'avoir des accords militaires parce que l'armée africaine n'est pas capable. Et c'est ça le problème. Donc quand on parle de nation et d'État, la nation c'est effectivement comme vous l'avez dit, mais l'État ce sont ses pouvoirs régaliens. Mais aujourd'hui, le Sénégal s'il est attaqué. Combien de temps on est resté avec la question de la Casamance? Ça fait combien de temps? Et pourtant, les pays auraient besoin d'avoir d'autres choses, l'éducation, la santé, etc. Donc, moi je pense vraiment que c'est important qu'on prenne le temps d'entendre ces discours-là. Et moi je me pose la question, avec toute la puissance, la capacité de contrôle des États-Unis et de la France, comment les 400 km ont été traversés sans pour autant qu'on les suive au départ? Comment les analystes de la géostratégie, de la géopolitique n'avaient pas imaginé et anticipé sur les conséquences collatérales de ce qui allait se passer effectivement après la fuite Mais ils savaient tout ça. Donc il faudrait aussi qu'on arrête, et moi je suis d'accord vraiment avec toi, il faut qu'on pense par nous-mêmes. Emancipate yourself from mental slavery. Il faudrait que nous, en tant qu'abattifranistes, on ait aussi nos propres observations, nos propres analyses. Pas contre les Européens, la question n'est pas là. Mais c'est parce que justement, notre propre arbre, c'est nous qui pouvons le faire vivre. Nos propres analyses. Et c'est à ce moment-là qu'on peut être dans une relation égalitaire et qu'on peut être aussi dans une relation aussi de solidarité. Et donc, je me posais juste une question là. La question du peuple touareg, De Gaulle l'avait posée. Je ne sais pas si vous
Il paraît que De Gaulle avait envisagé une histoire autour du peuple touareg. Est-ce que ce n'est pas une manière aussi pour les Touaregs de trouver une sorte de légitimité historique vis-à-vis de cette question justement des frontières qui revient? Merci, cher. Les hommes forts de Kadhafi sont revenus avec des armes, mais on a tous oublié de souligner l'accord de 92. Un accord qui a favorisé, moi je pense, qui a favorisé l'avancée de ces rebelles. Qu'est-ce qui s'est passé avant 92 d'abord? Après les indépendances, vous l'avez souligné, qu'on avait constaté deux cas. Des États qui essayaient d'opprimer les Touaregs et de les mettre en marge, mais aussi d'autres qui ont essayé de les intégrer. Mais à ces deux cas, les Touaregs ont répondu non. Donc, dans le cas du Mali, qu'est-ce qui s'est passé? La Première République n'a pas directement opprimé, en tout cas pas dans un début, opprimé ces Touaregs, mais à maintenir des camps militaires. Il y avait beaucoup de camps militaires sous la République, même sous la Deuxième République, au nord. Mais dans une politique qui a été déjà continuée par la Deuxième République sous le général Moussa Traoré, mais avec les accords de 92, avec le lieutenant-colonel Amadou Touré, les Touaregs ont demandé, pour signer cet accord, ils avaient demandé que l'État accepte de retirer les camps militaires qui étaient dans le nord, en tout cas dans la plupart de certaines villes du nord, de les retirer parce que les empêche, les bloquent dans leur nomadisme. Ce sont des nomades, ils se baladent par-ci, il y a des leurs de l'autre côté, ils vont pas mal. Ils disent que c'est quand les blocs, parce qu'ils ont peur des militaires. Ils se rappellent de ces atrocités qui ont eu sur la Première et Deuxième République, menées par Dibissila et d'autres officiers de l'armée. L'accord a été signé, on a accepté, on a essayé de retirer des militaires des camps, on les a regroupés à Gao et un peu à Tombouctou, et surtout on a gardé quelques éléments à Kidal. Qui les prenaient pour leurs frères parce qu'ils ont en commun certains dialectes, ils ont en commun la religion, ils les disaient des messages qu'ils voulaient entendre et surtout ils se considéraient comme des peuples opprimés comme eux. On les accueillait à bras ouverts, on leur donnait de l'argent, on les a accueillis en frères et ils ont gagné le territoire. L'Algérie a pu repousser le GSPC et arrivé au Mali au début des années 2000, ils sont devenus ACMI. Ils ont des frères qui les appellent frères, qui les aident, qui les montrent comment se déplacer sur le territoire. Et l'État qui était où en ce moment? Les rapports étaient là, on disait que le GSPC avançait. Après, c'est devenu ACMI. Mais rien n'a été fait. D'abord, le Nord a été abandonné. Entre guillemets, moi je le dirais. En tout cas, les militaires n'étaient plus là depuis les accords de 92. C'est une conséquence, moi je dirais, c'est une conséquence de la naïveté, mais aussi de la bonne foi de l'État. Parce qu'en 92, on avait besoin de paix, il fallait mettre tout ce qu'on a vécu derrière nous. Mais l'État aussi a été, c'est aussi une conséquence des réactions vite. En Afrique, on réagit vite sans réfléchir. Personne n'a pensé à ça. Qu'en retirant ces militaires, ces camps dans ces régions, les jours, ces régions peuvent être occupées. Est-ce qu'à aucun moment on a senti les efforts vouloir s'intégrer dans la nation? La nation, on ne peut pas la construire. Mais parce qu'on ne réussit pas la nation, est-ce qu'il faut tout arrêter et dire que ces gens-là, il faut forcément qu'ils se fassent des intégrer en les donnant des postes militaires, en les donnant même des quotas dans la fonction publique?